On poursuit notre traitement sur le périmètre de consolidation avec notre grand 3 du poly. Donc, définir le périmètre de consolidation en norme française, c'est-à-dire norme ANC 2001. Dans ce troisième grand point, on va voir dans un premier temps quelles sont les sociétés qui doivent être consolidées, les différents types de pourcentages, puisque vous allez voir qu'il y en a plusieurs, définir aussi la nature du contrôle exercé, et on l'avait déjà vu, mais on avait vu qu'il y avait plusieurs natures de contrôle qui sont exercées, de 3 types notamment, et enfin, on va jeter un œil à la méthode de consolidation, et de traitement. Bien sûr, on va aller juste sur le traitement des principes et du calcul du pourcentage d'intérêt, et le retraitement on le fera dans un autre chapitre. C'est parti, on se lance donc sur notre grand 1, notre grand A. Quelles sont les sociétés qui doivent être consolidées? Alors d'abord, on va essayer de définir déjà en fait qu'est-ce que c'est le périmètre de consolidation. Le périmètre de consolidation, c'est tout simplement l'ensemble des entreprises qui vont être prises en compte pour l'établissement des comptes consolidés. Donc finalement, pourquoi va-t-on déterminer un périmètre de consolidation? Tout simplement pour savoir quelles sont les sociétés qu'on va consolider et quelles sont les sociétés qu'on ne va pas consolider. Donc quelles sont les sociétés qui ont l'obligation d'être consolidées? On va commencer d'abord par un premier point, l'entité consolidante, soit la tête de groupe, ou on peut l'appeler l'entité mère. Ensuite, toutes les autres sociétés pour lesquelles la société mère, l'entité consolidante, va détenir un contrôle exclusif, un contrôle conjoint, ou encore qu'elle va exercer une influence minime, donc on appelle influence notable. L'ANC 2001, donc on prévoit en fait des cas d'exclusion, ou plutôt l'article L233-19 du Code de commerce, prévoit 4 cas d'exclusion et non pas ici des cas d'exemption. Je veux bien préciser la différence entre exempté et exclu. L'exemption, c'est tout simplement une société qui détient des parts dans des filiales et le groupe va lui-même être exempté de consolidation. Donc ça veut dire que c'est le groupe entier qui ne va pas être, enfin, qui n'aura pas l'obligation de consolider. Tandis que l'exclusion, c'est on a un groupe, on a le périmètre qu'on va définir, et on va, pour certaines filiales pour lesquelles on exerce une influence, on va pouvoir les exclure. On a 4 cas d'exclusion possibles. Le premier cas, la détention des titres de participation qui vont être, qui vont être destinés à céder ultérieurement. Ok, donc ça c'est le premier cas, donc une entité qu'on détient donc des parts et on va décider entre la période de clôture et la période d'approbation, elle est destinée à être cédée. Ensuite, deuxième point, l'existence de restrictions sévères et durables remettant en question le contrôle ou l'influence et les possibilités de transfert de trésorerie sur l'entité. Voilà, par exemple, généralement des situations de guerre, soit en Syrie ou encore en Ukraine. Si vous avez des filiales qui sont implantées en Ukraine, on a bien compris que la possibilité de transfert de trésorerie s'avère un peu compliquée, s'avère donc complexe. Donc, ce genre de filiales, on va pouvoir les exclure du périmètre de consolidation. Troisième cas, troisième situation, en cas d'impossibilité d'établir les comptes consolidés sans frais excessifs ou avec des délais inappropriés. Et quatrième point, donc la filiale ou la participation ne représente seule ou avec d'autres qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini. Donc vous avez un groupe où il y a 18 milliards de chiffre d'affaires, la filiale elle en fait 3 000 euros par an, on peut l'exclure même si on exerce 100% sur la société, on va pouvoir donc l'exclure du périmètre de consolidation, puisque on exerce tout simplement un intérêt négligeable sur cette filiale. Alors, une fois qu'on a défini le périmètre de consolidation, jetons un œil à un petit exemple, dirigez-vous sur le cas exemple 3, et on va essayer d'illustrer en fait les 4 situations qu'on vient de voir. Donc dans ce cas exemple 3, vous avez 4 situations, et on va commencer avec la première situation, qui est la société Tech Global Corp, qui possède une filiale SA Micro Innovation, qui contribue seulement à 0,5% du CA, total et 0,2% des actifs du groupe. L'ASA Micro Innovation a une activité très marginale par rapport aux activités principales du groupe. Et donc la question, c'est d'indiquer si on est
en tête de groupe, ou on est exclu du périmètre, ou tout simplement on est dans le périmètre. Alors, dans cette première situation, on voit bien que, encore une fois, il ne faut pas oublier que les sociétés qui peuvent être exclues, c'est bien une option que la tête de groupe va donc décider. C'est 4 cas d'exclusion, mais qui sont décidés par la tête de groupe. Donc, dans cette situation numéro 1, on voit bien que les 0,2% et 0,5%, 0,5% de chiffre d'affaires et 0,2% des actifs sont bien donc marginaux. Donc, c'est-à-dire que la société tête de groupe, elle exerce finalement un intérêt qui peut être négligeable dans cette société. La société a un intérêt négligeable. Donc, on va pouvoir l'exclure du périmètre de consolidation. On attaque la situation numéro 2 avec Eurotrade Holding qui possède 60% des parts d'une filiale, Middle East Venture, située dans un pays où des sanctions internationales empêchent le rapatriement des profits ou le transfert de fonds. Dans cette situation numéro 2, donc, le Code de commerce a donc prévu un cas d'exclusion. On avait dit donc, que les sociétés, donc l'existence de restrictions sévères et durables, remettant en question le contrôle ou l'influence, et les possibilités de transfert de trésorerie sur l'entité, pouvaient donc être exclues du périmètre ici de consolidation. On passe sur une situation numéro 3 avec Alpha Investment qui détient 15% des actions d'une société concurrente, Beta Solutions, qu'elle prévoit de vendre dans les 12 prochains mois. Donc dans la situation numéro 3, la société va pouvoir donc décider d'exclure la société du périmètre de consolidation, les titres qu'elle détient. Elle va donc les céder à une période inférieure à 12 mois, donc on pourrait dire qu'elle va donc céder à court terme. Donc les sociétés donc, dont la détention de titres de participation sont destinées à être cédées ultérieurement, on avait dit qu'elles pouvaient être exclues du périmètre de consolidation. Et on va clôturer notre cas exemple numéro 3 avec la situation 4, avec la société Franco Afrique Corp qui acquiert une petite société en Afrique, AfriqueTech Ltd, où les systèmes comptables sont très différents et les ressources locales limitées. Le coût de l'intégration des comptes de cette filiale dans les états financiers consolidés serait exorbitant et nécessiterait un délai important. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Dans cette situation, le Code de commerce donc, a prévu un point spécifique pour exclure ce type de société. On avait vu donc que les sociétés dont l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être réalisés sans frais excessifs ou avec des délais inappropriés pouvaient être exclus du périmètre de consolidation. Ici, on a même les deux critères. Les frais sont excessifs et en plus de ça, les délais sont inappropriés. Ça nous amène au grand B, les différents types de pourcentages. Ces pourcentages, on va les utiliser énormément lors de notre travail. À chaque fois, vous allez utiliser le pourcentage de participation, de contrôle et d'intérêt. Et il faudra bien distinguer ces trois pourcentages qui ne sont pas du tout identiques. Il va falloir avoir les idées claires puisque lorsque l'on va faire nos démarches de calcul, on va prendre l'un ou l'autre. Donc c'est parti, on attaque le premier pourcentage qui est le pourcentage de participation. Alors effectivement, il va falloir bien distinguer les trois types de pourcentages. Donc le premier pourcentage, le pourcentage de participation, qui lui en fait c'est tout simplement la part des actions détenues par la société sur la société filiale. Donc la part des actions qui sont détenues par une société sur une autre. Donc là, ce sont les actions. On ne parle pas d'actions à dividendes prioritaires, on ne parle pas d'actions préférentielles, on ne parle pas d'actions à droit de vote double. On dit tout simplement c'est le pourcentage d'actions détenues par une société sur une autre. Tandis que le pourcentage de contrôle, déjà, dans un premier temps, il faut bien comprendre que le pourcentage de contrôle, il va nous servir pour déterminer les sociétés qu'on va prendre en compte dans le périmètre de consolidation. Ce pourcentage, il ne sert qu'à ça, déterminer les sociétés qu'on va donc intégrer dans les périmètres de consolidation. Comment calcule-t-on ce pourcentage ? Ce pourcentage, finalement, représente le nombre de droits de vote qu'une société détient sur une autre. C'est tout simplement le nombre de droits de vote. Attention, donc c'est bien ici, lorsque vous allez avoir des actions à droit de vote double, qu'on devra donc prendre en compte l'action x 2 finalement. Donc si j'ai une action, je vais devoir intégrer finalement 2 droits de vote. Ensuite, on a le pourcentage d'intérêt. Ici, le pourcentage d'intérêt il représente la fraction, donc la part des capitaux propres qu'une filiale détient sur une autre, tout simplement. Donc là, on ne parle pas de droit de vote, mais on parle de droit financier. Par principe, comme une action ordinaire, les actions, on rattache un droit financier et un droit de vote.
Parfois, il arrive qu'on a ce qu'on appelle des actions de préférence sans droit de vote. Donc, ce sont des actions pour lesquelles on n'a pas de droit de vote, mais on a un droit financier. Et donc là, on va devoir prendre en compte l'action dans le calcul du pourcentage d'intérêt et non dans le calcul du pourcentage de contrôle. De toute façon, on verra tout le détail dans le petit c. Le pourcentage de contrôle, c'est le pourcentage de droits de vote détenus directement et indirectement par la société mère. Quand on parle de pourcentage de contrôle indirect, ce seront les pourcentages via des sociétés qui sont contrôlées exclusivement, c'est-à-dire plus de 50%, on va le voir un petit peu après, et c'est tout. Hein, les autres contrôles, c'est-à-dire inférieurs à 50%, eh bien, ne seront pas considérés comme des pourcentages de contrôle indirect, et ici, on ne pourra pas l'intégrer dans le calcul du pourcentage de contrôle de la société mère. Le calcul du pourcentage de contrôle s'effectue en fonction du nombre d'actions et on ne prendra en charge que le nombre de droits de vote. C'est ça qui compte. On ne prendra pas juste le nombre d'actions, mais on prendra en charge le nombre de droits de vote. On l'a déjà dit un peu plus haut, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une action normale qui a un droit de vote ici, pas de souci, donc c'est plutôt classique. Mais lorsqu'on va avoir des actions avec des droits de vote doubles, on comptera cette détention fois 2. Vous avez aussi des actions ou des certificats de droits de vote qui sont créés lors de l'émission de certificats d'investissement, droits de vote attachés au titre faisant l'objet d'engagement ou de portage ferme détenus pour le compte de l'entreprise consolidante, et enfin les droits de vote attachés aux actions détenues en usufruit. Ici, on fera attention à 2 points sur lesquels j'aimerais rebondir. C'est que les actions propres d'une entreprise, qu'une entreprise détient dans son propre capital, doivent être éliminées du total des droits de vote détenus par l'ensemble de l'entreprise consolidante. Donc, on ne considère pas la détention ici par la société elle-même. Et enfin, les actions potentielles ne seront pas prises en compte, telles que les OCA, qui sont des obligations convertibles en actions. Donc, c'est une future action potentielle qui n'existe pas encore. Illustrons tout cela avec le cas exemple 4, qui justement propose plusieurs situations. La première situation est une situation où la société M possède 7000 actions ordinaires du capital de la société filiale F1, composée de 10 000 actions ordinaires. Donc là, on parle d'un contrôle direct et on voit que la société M détient donc 70% de la société F1. Dans la deuxième situation, on sera sur un contrôle indirect sans rupture de chaîne de contrôle, puisque M ici possède 7000 actions ordinaires sur F1, qui sont de 10 000, et F1 possède 6000 actions de F2, qui sont de 10 000. Donc ici, M détient F2 en faisant 70 fois 60. La situation 3 est un contrôle indirect, avec une rupture de chaîne, et donc comme on le disait, on fera attention à ce qu'il y ait à chaque fois justement un contrôle exclusif. Donc on voit bien que M détient 3000 actions sur F1, soit 30%, et F1 détient 8000 actions sur F2. Et donc on est bien sur un contrôle indirect, et notamment une rupture de chaîne qui est due ici au pourcentage de contrôle, qui n'est pas au-dessus de 50%. Donc la rupture de chaîne se fait ici. Enfin, la dernière situation, avec le contrôle direct et indirect, où on va avoir la société M qui détient sur F1 3000 titres, F1 qui détient sur F2 8000 titres, soit 80%. On voit qu'il y a une rupture de chaîne ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire entre M et F1. Cependant, M détient directement 10% de F2. D'accord? Donc ici, la rupture de chaîne est ici. Cependant, on a aussi une détention indirecte ici de F2. Ainsi, on va pouvoir déterminer les pourcentages de contrôle, puisque sur la situation 1, ici, le contrôle est de 70% sur F1. Dans un deuxième temps, dans la situation 2, ainsi, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, le contrôle, il n'y a pas de rupture de chaîne. Ainsi, le contrôle sera de 60% sur la filiale F2, pardon. Dans un troisième temps, on avait une rupture de chaîne dans la situation 3. Le pourcentage de contrôle de M sur F1 est inférieur à 50%.
Ainsi, on a une rupture de chaîne, il n'y a pas de contrôle sur la filiale F2. Et clôturons avec la situation 4, puisque dans la situation 4, ici, on avait une rupture de chaîne, puisque M détient 30% de F1, donc on a une rupture de chaîne. Cependant, M détient directement F2. Ainsi, il y a une rupture de chaîne entre M et F1, puisque 30% sont détenus, donc on ne pourra pas considérer ces 80% entre F1 et F2. Seuls les 10% seront considérés, et donc M détient 10% de sa filiale F2. Donc ici, on sera en dehors du périmètre de consolidation, puisqu'on est en dessous de 20%. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà ce qu'il y avait à retenir sur les pourcentages de contrôle. Attention, ça ne concerne que les pourcentages de contrôle. On verra un traitement particulier pour les pourcentages d'intérêt. Donc après avoir déterminé le pourcentage de contrôle, on va donc pouvoir en déduire le contrôle exercé par la société mère sur ses filiales. Donc, premier type de contrôle, on appelle le contrôle exclusif. Qu'est-ce que c'est le contrôle exclusif? C'est tout simplement le fait de pouvoir diriger des politiques financières et opérationnelles sur une entité et finalement en tirer des avantages de ses activités. L'ANC 2001 va nous donc lister plusieurs types de contrôle exclusif. On va commencer par le contrôle exclusif de droit. Le contrôle exclusif de droit, c'est tout simplement lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, plus de 50% du contrôle sur une filiale. Ensuite, on a le contrôle de fait, qui peut se regrouper en deux sous-parties. Le contrôle de fait démontré. Ici, il intervient dès lors que, pendant 2 exercices consécutifs, la majorité des décisions sont prises par le conseil de surveillance ou un organe de décision. Ensuite, on a le contrôle exclusif de fait, mais cette fois-ci présumé. Ici, c'est une détention directe ou indirecte de plus de 40% d'une société. Mais il faut bien comprendre que là, ici, on n'a pas 50, mais 40. On a bien 40%. Et aucune autre entité ne doit détenir une fraction supérieure à ces 40%. Enfin, on a le contrôle exclusif qu'on peut appeler contrôle exclusif statutaire ou contrôle exclusif contractuel. Donc ici, le contrôle exclusif, il est démontré en vertu d'un contrat, en vertu de clauses statutaires, de clauses contractuelles. Pour terminer sur la situation de contrôle exclusif, on va conclure cette partie sur l'entité ad hoc. L'entité ad hoc est un cas spécifique prévu par l'ANC 2001. L'entité ad hoc, c'est tout simplement une entité qui a été créée spécifiquement pour le compte de la société mère dans l'objectif de gérer une ou plusieurs opérations. Malgré que la société mère ne détient aucune détention de capital sur cette société, on va donc analyser la situation de la société par rapport à la société mère. L'ANC prévoit 3 critères et dès lors que 2 de ces 3 critères sont respectés, l'entité ad hoc va devoir être inclus dans le périmètre de consolidation malgré une non-détention de capital, aucun droit de vote détenu par la société mère. Donc les 3 critères sont les suivants. Premier critère, la détention du pouvoir de décision ou de gestion sur l'entité. Deuxième critère, la capacité à bénéficier des résultats. Par exemple, si on crée une société, cette société va gérer par exemple tout le parc immobilier de la société mère. Elle va donc en bénéficier donc des loyers. Ces loyers, donc on considère que malgré qu'il n'y a pas de détention de capital, elle bénéficie donc d'une part des résultats de la société. Et enfin, le troisième critère, l'exposition à la majorité des risques de la société. Deuxième type de contrôle, donc le contrôle conjoint. Le contrôle conjoint peut se définir comme le partage de contrôle d'une entité exploitée finalement en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur accord. Troisième type de contrôle, l'influence notable. Donc l'influence notable peut se définir par le fait de détenir un pouvoir à participer aux politiques financières et opérationnelles d'une entité sans finalement détenir le contrôle de celle-ci.
On peut donc catégoriser l'influence notable, soit de fait ou soit de droit. Donc si on commence par de droit, on doit avoir obligatoirement une détention supérieure à 20%. Supérieure à 20% et bien sûr inférieure à 50%. Et le contrôle de fait, même malgré une détention inférieure à 20%, si on arrive à prouver une représentation des organes de direction ou des organes de surveillance dans la participation finalement aux décisions stratégiques, on peut considérer que la société peut exercer une influence notable sur celle-ci. Passons aux 3 méthodes de consolidation qui dépendront du contrôle exercé sur la société. Là, ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque fois que vous serez dans un contrôle exclusif, eh bien, on aura une méthode de consolidation qui sera l'intégration globale, on appellera ça IG, l'intégration globale, qui sera la méthode de consolidation qu'on réalisera. Lorsque l'on sera dans un contrôle conjoint, on parlera d'intégration proportionnelle. Et enfin, lorsqu'on sera en influence notable, eh bien, on sera en mise en équivalence. Par la suite, on va s'intéresser au calcul du pourcentage d'intérêt. Cette fois, le pourcentage d'intérêt dépendra du type de liaison. Et attention, on n'est plus dans la notion de contrôle, on parle du pourcentage d'intérêt. Et donc, il dépendra du type de liaison qu'il y aura entre les 2 entités. Et on aura 3 types de liaisons, la liaison directe, la liaison indirecte et la liaison indirecte par plusieurs chaînes. La liaison directe, c'est le pourcentage d'intérêt qui sera égal au pourcentage de détention, de participation qu'a la mère sur la filiale. La liaison indirecte par une chaîne unique, c'est le pourcentage d'intérêt qui est égal à la multiplication des pourcentages de participation avec justement la société qui doit être contrôlée sous contrôle exclusif ou sous influence notable pour que la chaîne ne soit pas cassée. Et donc ici, on multipliera les pourcentages de détention et donc on déterminera ce qu'on appellera le pourcentage d'intérêt. Enfin, la liaison indirecte par plusieurs chaînes, eh bien, on calcule le pourcentage d'intérêt au niveau de la chaîne, puis on additionnera. C'est-à-dire que ici, vous avez plusieurs chaînes qui détiennent une société X au milieu et avec plusieurs chemins. Et on additionnera ces pourcentages, ces différentes chaînes, on les additionnera l'une à l'autre pour déterminer le pourcentage d'intérêt sur la structure. Lançons-nous dans notre cas exemple avec 4 situations. 4 situations intéressantes qui nous permettront d'analyser en fait les pourcentages d'intérêt et de contrôle justement dans un groupe. Commençons avec la situation 1 avec une liaison directe puisque la société M contrôle finalement exclusivement la société F1 et donc elle la contrôle à 70%. Donc c'est un contrôle exclusif, on est à plus de 50%. La méthode qu'on utilisera, c'est la méthode de consolidation de l'intégration globale, puisque ici on est en contrôle exclusif. Et donc la société M va intégrer 100% de la société F1 dans ses comptes. On devra présenter les intérêts de la société mère dans le groupe, mais aussi les intérêts des minoritaires, c'est-à-dire des personnes hors groupe. Et donc là, les pourcentages d'intérêt qu'on peut retrouver, ils sont plutôt simples, puisqu'on aura 70% de pourcentage d'intérêt pour le groupe, et 30% hors groupe, c'est le restant, c'est ce qu'il y a en dehors du groupe. Lançons-nous sur la situation 2, puisque cette fois, on a une liaison dite indirecte, avec justement une société F1 et une société F2. La société M contrôle 70% de F1, et F1 contrôle 60% de F2. Donc on voit bien qu'il y a une liaison indirecte entre M et F2. Donc, on va s'interroger sur chacune des sociétés, F1 et F2. Donc commençons par F1 avec M, avec la société mère, puisque la société mère détient 70% de la société F1, un petit peu comme tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, on intégrera 100% des comptes de la société F1 dans M, et elle devra présenter aussi justement les pourcentages d'intérêt de la société mère dans le groupe, et les pourcentages d'intérêt hors groupe.
on aura toujours le même chiffre, puisque de M à F1, le pourcentage d'intérêt sera exactement identique à ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire 70% du pourcentage d'intérêt de la société mère dans le groupe et 30% pour les minoritaires. Maintenant, on va s'intéresser à la situation M dans F2, cette fois, puisqu'on se retrouve avec une liaison indirecte via F1, qui n'est pas rompue, puisqu'elle détient en contrôle exclusif la société F1, donc le lien n'est pas rompu. Elle détient indirectement 60%, c'est F1 qui détient 60%, et donc la société M appliquera justement la méthode de l'intégration globale, puisqu'on est toujours ici à plus de 50% de détention de M sur F2. Enfin, la société F2, donc, elle sera bien intégrée à 100% dans les comptes de la société M, et on va devoir encore présenter les pourcentages d'intérêt, et cette fois, les pourcentages d'intérêt seront de M dans F2 seront de 42%, car on va faire bien ici le calcul suivant. 70% qui sont détenus de M sur F1, multiplié par 60% qui sont détenus de F1 sur F2, soit un total de 42%. Et le pourcentage d'intérêt hors groupe, cette fois, eh bien, c'est la différence entre 100% et les 42% qu'on vient de trouver, soit 58% d'intérêt minoritaire. Voilà comment on traitera ce genre de liaison indirecte. Passons à la situation 3, où on va avoir le même type de situation, sauf que on aura une particularité, puisque la particularité, c'est qu'ici, on sera à 30% de M dans F1. Donc ici, la société M exerce finalement une influence notable sur F1. Et donc, on appliquera la méthode de la mise en équivalence, comme on l'avait déjà appris, d'accord ? Ainsi, la société M intégrera qu'une quote-part de la société F1, d'accord ? Donc, on intégrera qu'une quote-part dans les comptes de la société, qu'une quote-part de la société F1, et on devra présenter uniquement les intérêts directs. Et donc ici, on les a, puisque l'intérêt direct de M dans F1, eh bien, c'est bien 30%. On ne parlera pas de minot, puisque ici, on est dans une influence notable. Donc, M dans F1, on retrouvera un pourcentage d'intérêt de 30%. Maintenant, M dans F2. Comme on exerce, et là on s'interroge, comme on exerce une influence notable sur F1, il y a une rupture de chaîne à ce niveau-là. Ici, on rompt la chaîne. Et donc, M n'exerce aucun contrôle, finalement, dans F2. Et F2 sera considéré comme étant hors périmètre, puisque la rupture de chaîne intervient à ce niveau-là. Ainsi, on n'intégrera pas les comptes de F2 dans le groupe. D'accord ? Et il sera bien hors périmètre. Maintenant, on va passer à la situation 4, avec une liaison directe et indirecte, avec plusieurs chaînes. On voit bien une liaison directe qui est les 30%, et la liaison indirecte qui passe par F1, 70 et 60. On s'interrogera donc sur la détention de M sur F1, qui est de 70%. Ainsi, on est dans le cadre d'un contrôle exclusif de M sur F1, et on fera donc une intégration globale. On intégrera 100% des comptes de la filiale F1 dans le groupe. Le pourcentage d'intérêt ici sera donc de 70%, comme on l'a déjà vu tout à l'heure. Maintenant, on va s'interroger sur la deuxième situation qui est M sur F2. Et donc on a bien une liaison indirecte et une liaison directe de 30%. Ainsi, la société F2 sera intégrée dans le groupe, très simplement parce que nous avons ici, dans un premier temps, une détention indirecte et donc un pourcentage d'intérêt qui sera égal au calcul suivant, 70 fois 60, et là c'est bien de l'indirect, donc qui nous donnera les 42% qu'on a déjà calculé tout à l'heure, et on aura une détention directe qui sera de 30%. Ainsi, le total sera égal à 72%, soit ici 42 plus 30. Le pourcentage d'intérêt minoritaire ou hors groupe sera quant à lui de 28%, c'est-à-dire 100% moins
les 72% qu'on vient de calculer. Voilà comment on calcule les différents pourcentages d'intérêt. Retrouvez bien sûr ce cas exemple corrigé, détaillé, parce que là je n'ai mis que quelques éléments, mais corrigé et détaillé avec plus d'informations sur le site, sur votre plateforme, dans votre espace abonné.